C'est l'heure de retrouver en toute franchise avec Marie Chantray, notre interview politique du matin. Et nous accueillons ce matin Sandrine Rousseau, bienvenue, députée Europe Écologie Les Verts, après une journée agitée à l'Assemblée nationale, c'est le moins qu'on puisse dire. Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. À gauche, vous avez tous dénoncé l'élection hier soir dans les 4 colonnes de la présidente sortante, Yaël Braun-Pivet, avec des mots très forts. Élection volée, déni démocratique, magouille. À vous entendre, on se pose la question, Yaël Braun-Pivet est-elle une présidente de l'Assemblée nationale illégitime selon vous ? Elle a gagné un vote, mais ça n'est pas dans l'esprit de la démocratie. Et on voit à quel point Emmanuel Macron cadenasse le pouvoir, et utilise toutes les tactiques, toutes les combines, toutes les possibilités qui lui sont offertes pour garder le pouvoir, pour conserver le pouvoir. Ils sont arrivés en 3e position, juste Renaissance lors de cette élection, donc les derniers quelque part. Et en fait, ils arrivent par, encore une fois, des espèces de combines, des tactiques, des coups de billard à 3 bandes à conserver le pouvoir. Et dans cette tactique-là, il y a eu des auxiliaires utiles de cette affaire. Et notamment, je pense à Horizon, avec Édouard Philippe, qui avait eu des grands mots pour dire que le macronisme... Qui a présenté sa candidate avec Naïma Moutchou. Oui, mais que le macronisme était terminé. Naïma Moutchou s'est retirée dès le premier tour et ça a permis l'élection de Yaël Braun-Pivet. Donc, à un moment donné, la question, c'est le courage politique, en fait. Jean-Luc Mélenchon, hier soir, sur X, dit « Une ligne rouge est franchie avec le vote illicite de ministres ». Pointant du doigt, en effet, ce gouvernement démissionnaire et des ministres qui ont pu donc voter hier, 17 au total. Quelle suite, du coup ? Je vous pose la question ce matin. Pourriez-vous contester cette élection de la présidente de l'Assemblée nationale hier ? Alors on va regarder les recours juridiques possibles, mais ça fait partie de ces tactiques qui ne sont pas dans l'esprit de la démocratie. Normalement, le gouvernement est tout à fait séparé du Parlement. Ça fait partie des fondamentaux de notre Constitution, de nos institutions. Et là, parce qu'il a accepté la démission la veille, eh bien, les ministres ont pu tous voter hier. Ils étaient 17, on a perdu à 13 voix. Et en effet, il faut étudier tous les recours possibles. Mais pardonnez-moi, Sandrine Rousseau, vous dites ces voix, ces 17 ministres, de toute façon, si ils ont été élus députés de la République, donc ils avaient le droit de voter, même si eux n'avaient pas voté, leurs suppléants auraient voté, ça ne change rien. Non, ce calcul de 17-13, je ne comprends pas en fait depuis hier cet argument qui ressort. De toute façon, ces députés existaient, ils ont été élus par les Français. Non, parce qu'en fait, à partir du moment où le gouvernement est démissionnaire, les suppléants ne sont plus en capacité de voter. Donc, durant un mois. Donc, il y avait un mois de vacances. Bon, après, ça fait partie. Il aurait pu accepter la démission de Gabriel Attal juste le lendemain de l'élection. Là, ça aurait été plus clair. Il y avait quelque chose qui était... Là, accepter cette démission juste la veille pour faire en sorte que ces ministres votent, c'est quand même... En tout cas, vous n'étiez pas assez nombreux pour faire élire M. Chassaigne. Clairement. Non, il nous manquait 13 voix. Cette élection n'était pas perdue d'avance. Il nous a manqué 13 voix. On a vu aussi les vrais visages de tout le monde. Je parlais d'Horizon. Je peux aussi parler de députés Lyotte qui n'ont pas été au rendez-vous de la rupture. Très bien, ça n'est qu'une étape. Maintenant, il y a d'autres étapes. Mais juste, si on revient sur ces mots de recours, d'études... ça pourrait se conclure par quoi ? Vous en discutez entre vous devant le Conseil constitutionnel. Très clairement, ce matin, vous nous dites que vous allez vous réunir pour éventuellement étudier cette option. Oui, on va regarder tous les recours possibles. Et on ne va pas faire des recours pour le plaisir d'en faire, mais on va regarder ce qui est possible de faire et ce qui est possible de gagner. Et on va évidemment utiliser tous les recours possibles. Maintenant, je voudrais aussi parler quand même du discours de Yaël Braun-Pivet une fois qu'elle a été élue, où elle n'a pas mentionné la question du racisme, alors même qu'on a vu le déploiement et l'explosion d'une parole et d'attitude raciste dans cette campagne. C'est une faute politique. Derrière, elle n'a pas choix, dit-elle, de faire un discours court finalement. La journée avait été longue pour tout le monde et il s'agira peut-être de prendre la parole plus longuement. Oui, mais le fait marquant de cette élection, ça a été quand même cette espèce d'explosion de la parole raciste, des actes racistes. On ne pouvait plus faire un tractage sans entendre des propos racistes. C'est inadmissible. Et en plus, derrière, elle, en tant que présidente de l'Assemblée, elle aurait dû nous garantir le fait que l'Assemblée fonctionne sans 49.3, sans article 40, qu'enfin le Parlement ait toute sa place. Je rappelle, moi j'avais dit... Pour vous, en gros, c'est ils ont perdu, mais rien ne change et il reste rien ne change et en fait ils ont tout fait pour que rien ne change. Vous dénonciez... Et ça, je trouve que c'est une faute politique. Ça n'est pas l'esprit de ce qui s'est passé dans cette démocratie. Évidemment, il y a eu cette élection, mais maintenant, je pense qu'il nous faut travailler les étapes suivantes parce que je le dis aux téléspectateurs et téléspectatrices, nous avons encore nous aussi des cartes dans notre jeu. Absolument, parce qu'aujourd'hui se joue aussi notamment l'élection
création de postes clés, des questeurs, des vice-présidents. Vous dénonciez, vous, en tout cas vos partenaires à gauche, des magouilles, des alliances, des deals. Ça a toujours existé à l'Assemblée nationale. Oui, mais là, par exemple, un des sujets qu'hier, les Républicains, en tout cas la droite républicaine de Laurent Wauquiez, s'est désistée et a voté au 3e tour pour Yaël Braun-Pivet. Ça augure une future coalition, selon vous, et les contours d'une nouvelle Assemblée avec un bloc de centre-droit La question, ça va être la Commission des finances, puisque vous savez que la Commission des finances revient à l'opposition. L'opposition. C'est-à-dire qu'en fait, donc vous, forcément, le RN s'en réclame également ? L'opposition, un des groupes d'opposition. Nous, on fait barrage au RN, donc normalement, ça nous revient à nous. Mais là, hier, un député LR a annoncé que dans le deal, il y avait le fait que les LR puissent avoir la commission des finances. Véronique Louwagie, en effet. Si tel est le cas, alors là, on est dans la magouille démocratique. Parce qu'on ne peut pas soutenir la majorité et prétendre de l'opposition. Et en fait, là, il va falloir être extrêmement vigilant parce que là, on serait très loin dans le déni de notre fonctionnement démocratique. Et je rappelle que la commission des finances est donnée à l'opposition au titre d'un contre-pouvoir, d'une capacité à agir sur le fonctionnement de l'Assemblée. Si c'est donné à la majorité, là, ce serait une ligne rouge qui serait franchie pour la première fois dans notre démocratie. Et j'alerte vraiment les députés macronistes, si vous vous livrez à ça, alors là, vous franchissez une ligne rouge et nous verrons comment vous contrez. À l'opposition, donc, pardonnez-moi juste, donc, pour le Rassemblement national aussi, c'est une option. Mais nous sommes le premier groupe d'opposition. Si on cumule ces quatre groupes, dans l'Assemblée nationale, nous sommes le premier groupe d'opposition. On l'a vu avec André Chassaigne, il est arrivé en tête au premier tour. Emmanuel Macron n'a pas été capable de nous reconnaître le fait que nous étions arrivés en tête. Aujourd'hui, il lui faut le reconnaître. Il faut reconnaître à Yaël Braun-Pivet que nous sommes arrivés en tête et que nous méritons à ce titre-là le gouvernement. Et ça, c'est la deuxième étape. Mais là, aujourd'hui, il faut reconnaître que la Commission des finances ne peut que nous revenir à nous. Et vraiment, parce que c'est un peu technique, je sais que les gens sont pas forcément dans ces détails-là de notre démocratie. Mais encore une fois, la Commission des finances, c'est un contre-pouvoir au sein même du Parlement. Après avoir quand même fait cette tactique pour gagner la présidence de l'Assemblée nationale, ils ne peuvent pas franchir cette ligne rouge qui serait de donner la Commission des finances au LR. Vous parlez de magouille et d'accord pour un certain nombre de... Je n'ai pas dit ce terme parce que je trouve que précisément, c'est de la tactique. Vos partenaires. C'est de la combine. Moi, j'utilise le terme de combine. Vous parlez de combine. En l'occurrence, ne pas donner de fonction à un député Rassemblement national, puisque c'est ce que vous aviez annoncé, vous ne donneriez aucune fonction à un député du Rassemblement national. Est-ce que ça ne peut pas être aussi perçu par les électeurs comme une petite combine d'une certaine manière, alors que la coutume républicaine voudrait que le Rassemblement national, qui a beaucoup de députés, soit représenté aussi? Il s'est passé quelque chose d'exceptionnel dans cette élection, qui est que nous avons fait ce désistement républicain pour faire barrage. Et nous assumons le fait de faire barrage. Pourquoi ? Parce que le projet du Rassemblement national est un projet qui divise, un projet qui tend la société, un projet qui rejette, un projet dont on a vu les dimensions racistes avec les binationales. Mais plus de 10 millions d'électeurs. Oui, mais on a vu aussi à quel point ça menaçait les valeurs fondamentales de notre République. Et donc, nous continuons ce barrage, puisque ça a été l'accord que nous avions passé entre les deux tours, et nous le continuerons, nous, à l'Assemblée. Est-ce que c'est républicain, finalement ? Mais le bureau de la... Déjà, les députés sont élus, et voilà, ils ont toute leur légitimité, puisqu'ils sont élus. Maintenant, la présidence de l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée, c'est un accord politique. Ça a toujours été comme ça. Et donc, la question, c'est comment on poursuit ce barrage. Moi, j'ai été frappée dans les 2 ans qui ont eu lieu, à quel point le fait de voir des députés Rassemblement national animer l'Assemblée nationale, animer les débats, a pu contribuer à leur institutionnalisation, à leur banalisation. Faire barrage, pour moi, c'est faire en sorte qu'ils n'atteignent pas le perchoir, y compris pour des séances. Jusqu'à ne pas leur serrer la main. On va venir à vos négociations au nouveau Fonds populaire, mais des images ont particulièrement marqué aussi hier ces séances, c'est le fait que beaucoup de députés de votre camp aient refusé de serrer la main au Benjamin de l'Assemblée qui organisait en partie le scrutin et donc ont joué à pierre-feuille-ciseaux en se présentant devant lui, un peu d'intimidation de la part d'un certain Sébastien Delogu qui regarde ce jeune député de haut. Franchement, est-ce que c'est à la hauteur de ces institutions ?
Moi, je ne lui ai pas serré la main, je n'ai pas été dans la provocation, mais j'ai refusé de lui serrer la main. En fait, moi, mon engagement politique, et je vais même vous dire, ma prise de conscience politique, alors que j'avais 14 ans, c'était déjà pour battre le Rassemblement national, qui s'appelait à l'époque le Front national. C'était pour battre l'extrême droite. C'était... Tout mon engagement politique, c'est contre le racisme, contre le sexisme, contre le validisme, contre les LGBT-phobies. Tout mon engagement politique, c'est faire en sorte que l'on comprenne l'enjeu et l'urgence de la question climatique. Tout mon engagement politique, ce pourquoi je me lève le matin, c'est pour les valeurs que je défends. Ces gens-là sont non seulement à l'opposé de ces valeurs, mais en plus, ils prennent comme position politique quelque chose qui relève du délit. Le racisme est un délit. Mais ça n'est pas une option. Serrer la main je ne serre pas la main du Rassemblement national. Et voilà, je sais que ça peut choquer. Je comprends même que ça puisse choquer. Je vous le dis, ce sont les valeurs au nom desquelles je me lève le matin. Je ne transigerai pas là-dessus. Parce que sinon, il n'y a plus de valeurs, sinon, il n'y a plus de ligne directrice, sinon, il n'y a plus de colonne vertébrale, sinon, il n'y a plus rien. On est dans une démocratie qui est en train de perdre tous ses repères. Là, moi, je dis, j'ai un repère. Il est très net. Jamais je ne serre la main du Rassemblement. Sandrine Rousseau, on vous sent en colère, évidemment, mais ne craignez-vous pas que ce soit malgré tout un exemple quand même dérangeant, notamment pour la jeunesse, à qui on essaye d'apprendre le respect. Et vous parlez de valeurs, justement. Est-ce qu'on peut, tout en étant clairement opposé à ses adversaires, néanmoins les respecter ? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème de manque de respect vis-à-vis, vous le disiez, de plus de 10 millions d'électeurs qui ont voté pour ces députés du Rassemblement national ? Le respect, c'est le respect de la démocratie. Nous avons respecté la démocratie. Moi, le minimum syndical, alors hein. Personne ne m'oblige à serrer la main d'une personne dont je ne partage non seulement pas les valeurs, mais que je combats tous les jours les propositions qu'elles mettent dans le débat politique. Et vraiment, là, ce qui s'est passé pendant ces élections, c'est que nombre de personnes avaient la voix qui tremblait, qui avaient une peur, mais une peur tripale de devoir partir du pays, de devoir subir des actes racistes, des propos racistes, des intimidations. Combien de personnes dans nos campagnes nous ont dit que, alors qu'elles n'avaient jamais rien vécu, dans leur couloir, leurs voisins se mettaient à avoir des propos racistes. Non, nous ne pouvons pas cautionner ça. Et serrer la main, c'est déjà les banaliser. Donc non. On arrive un peu à la fin de cet entretien. Parlons de la suite de la coalition. Quel gouvernement, quel Premier ministre ? Quand le moment l'impose, on l'a vu, les divisions peuvent s'oublier. Vous avez trouvé un candidat unique pour le nouveau Front populaire en la personne d'André Chassaigne, mais vous n'avez toujours pas de nom pour Matignon. Quand et comment est-ce que l'hypothèse Laurence Tubiana a encore et tient toujours la corde ? Elle s'est exprimée hier chez nos confrères de l'AFP avec des mots forts. Elle se dit prête à y aller. Nous avons trouvé un nom commun pour l'Assemblée nationale qui s'appelait André Chassaigne parce que ça s'est passé au sein des députés. Et qu'en fait, les députés arrivent à se mettre d'accord, ce qui n'est pas le cas manifestement des chefs de parti. Oui, mais c'est un vrai sujet parce qu'en fait, les chefs de parti, et c'est tout à fait respectable, ont des logiques de parti. Nous avons un mandat qui vient des électeurs et électrices et qui est tout le spectre du nouveau Front populaire. Donc c'est pour ça que je réclame et je demande, et maintenant je le demande solennellement et avec fermeté même, que la négociation arrive à l'Assemblée nationale, que nous votions. Les quatre groupes qui composent le nouveau Front populaire ont accepté ces modalités de vote entre Laurence Tubiana et Huguette Bello. Votons. Moi, je suis même pour que nous fassions un ticket entre les deux et comme ça, nous sortons la tête de l'eau. Donc, Laurence Tubiana, Première ministre, et le ticket, Huguette Bello, serait... Dans ce sens-là ou dans l'autre, que le vote tranche et que nous sortions un nom rapidement parce que là, nous en avons besoin. Vous êtes d'accord sur ce point avec votre collègue socialiste, Olivier Faure. Mais LFI Est-ce que LFI est OK pour un vote ? Vous êtes certaine ? LFI, Mathilde Panot, hier, n'avait pas l'air d'être franchement partante pour cette option. LFI a ouvert la porte à la possibilité d'un vote entre Huguette Bello et Laurence Tubiana. Moi, je vais vous dire, je ne désespère pas encore de trouver le consensus entre les deux par un ticket qui organise les deux et qui donne des postes vraiment très importants aux deux, ce qui permet d'avoir tout le spectre de ce nouveau Front populaire. Je me battrai pour ça, je me battrai pour ce consensus, mais si le consensus n'est pas possible, alors nous irons au vote. Un consensus pas possible, ça en prend le chemin quand on voit les propos de Jean-Luc Mélenchon encore hier sur le sujet du Premier ministre qui dit nommer un Premier ministre du nouveau Front populaire, ce qui n'est pas le cas de Laurence Tubiana. Donc encore une fois, on achoppe sur un point de non-retour. Chacun ses déclarations. Hier, on a réussi à trouver André Chassaigne et il n'y a eu aucune tension, il n'y a eu aucune bataille, il n'y a eu aucune bataille d'ego, il n'y a rien eu. Cyrielle Châtelain s'est même retirée parce que André Chassaigne avait plus de possibilités de gagner et je la remercie de ce geste qui est tout à son honneur. Voilà, c'est ça en fait la démocratie et l'Assemblée nationale.
nationale. Donnez-nous les clés et vous verrez que nous trouverons. Un vote quand, vous savez ? Très vite. Merci beaucoup Sandrine Rousseau pour cet entretien.